Dans l'objectif aujourd'hui, une entreprise française, azuréenne, qui est leader sur son marché, c'est Diffasur, qui fait peut-être partie de votre quotidien. Nous allons découvrir les coulisses des chantiers de Diffasur, comment est-ce que se fait la gunite, cette méthode innovante qui a été importée il y a plus de 50 ans, quelles sont également les opportunités d'emploi. Tout de suite, les coulisses. Bonjour Nathalie Saget. Bonjour Laurence. Vous êtes la directrice générale de Diffasur. Tout à fait. Merci de nous accueillir sur ce beau terrain avec une de vos réalisations. Si vous voulez bien, on va aller voir justement les spécificités de cette piscine. Alors là, vous avez un bassin qui est quand même un petit peu hors norme, 20 mètres de long, 4 mètres de large. Le client souhaitait nager dans sa piscine, mais il souhaitait également avoir une piscine bord miroir, c'est-à-dire l'eau qui affleure, pour avoir cette sensation en fait de perte de vue. Et donc on a répondu à son attente par le positionnement de ce bord miroir. Ensuite il a souhaité avoir un spa qui pouvait chauffer de façon indépendante. D'ailleurs il est en train de chauffer, je pense que le client ne va pas tarder à arriver, c'est un client étranger bien sûr. Et quand le spa ne fonctionne pas en chauffe, il déborde dans la piscine et ça fait donc toute une animation un petit peu comme une cascade, un débordement, et ça met un petit peu de vie on va dire dans la piscine. Vous avez 2 plages immergées pour descendre tranquillement. Vous avez un système de nettoyage intégré qui permet d'avoir une piscine, comme vous le voyez, parfaitement propre. Ce qui est quand même très intéressant, surtout pour ces grands volumes. La piscine doit correspondre au mode de vie du client en fait et à ce qu'il souhaite. La piscine, c'est une pièce de vie, comme un salon, une cuisine. Vous avez différents types de salons, différents types de cuisines, vous avez différents types de piscines. Le tout, c'est qu'elles répondent vraiment à ce qu'il recherche dans la joie, la bonheur et l'entretien. Diffasur est numéro 1 français, numéro 3 mondial. Comment est-ce qu'on fait pour rester leader sur son marché? C'est un travail de longue haleine. C'est une société qui existe depuis 50 ans, structure familiale qui a commencé petit, qui s'est agrandie. Et surtout, notre technique de construction est absolument unique. C'est une technique américaine que mes parents ont importée des États-Unis. Et effectivement, nous sommes les seuls en Europe à faire ce genre de bassin. Comment est-ce que vous avez fait en sorte que ce soit votre signature? Est-ce que c'était facile au début d'arriver sur le marché avec une technique finalement tout à fait nouvelle? Alors en fait, l'histoire va plus loin. Mon père, à l'origine, a commencé à faire des piscines en structure industrialisée, ce qui était à l'époque assez courant, avec des panneaux aluminium et une poche liner à l'intérieur pour faire l'étanchéité. Et comme il était un peu perfectionniste, même beaucoup, le système ne lui a pas convenu. Il s'est dit mais c'est pas possible, faire une piscine dont l'étanchéité repose uniquement sur une poche en plastique, on doit pouvoir faire mieux. Donc il a eu l'opportunité de partir aux États-Unis dans un espèce de colloque de professionnels de la piscine. Et là, arrivé sur place, il a demandé à voir ce qu'on appelle les pool builders, c'est-à-dire les pisciniers californiens. Et là, donc, il a bien sympathisé avec un piscinier qui l'a fait tourner et qui lui a expliqué comment les piscines étaient faites en Californie avec cette technique. Donc immédiatement, il a décidé de ramener cette technique. Alors c'était très compliqué parce qu'on a dû importer des machines américaines, les mettre aux normes européennes, et ensuite sur le chantier, il a fallu faire les réglages. Et au début, donc les premières gunites que nous avons faites, mes parents étaient tous les jours à midi sur place pour voir si ça se passait bien. Ma mère a mené le casse-croûte, et dans cette ambiance un peu bon enfant, on a fait de plus en plus de piscines, et voilà où on en est aujourd'hui. Donc c'était presque une start-up qui finalement est devenue une grande entreprise. Oui, une start-up de la construction avec forcément un peu plus de temps pour être opérationnel et puis pour pouvoir arriver à trouver vraiment le produit qui s'adapte au goût français. Puisque c'est vrai que la piscine californienne à l'époque, c'était la piscine hollywoodienne. Alors soit une piscine très architecturale comme celle-là, soit des piscines plutôt lagon forme libre. Et nous avons été les premiers à importer la forme libre puisque les techniques d'installation de piscine ne pouvaient pas répondre à la demande de forme libre. Donc nous, notre credo, ça a été de dire aux clients, vous pouvez tracer vous-même votre piscine, faire ce que vous voulez. Il y a un arbre au milieu, on peut le contourner, on peut faire
tout ce que vous voulez et vraiment proposer un produit clé en main qui correspond au goût et la façon de vivre des clients. Justement sur l'innovation, est-ce que c'est un métier qui est devenu de plus en plus technique ou est-ce qu'au contraire l'innovation permet de l'être un petit peu moins et d'avoir des facilités par rapport à il y a 50 ans? Alors c'est un marché, comme je vous disais, assez récent, hein, puisque la piscine, ça date des années 60, la piscine privée, on va dire, un peu plus développée, date des années 60-70, donc on a été un peu précurseur. Et c'est un marché qui, justement, se réinvente. Là, vous avez par exemple un bord miroir sur cette piscine. C'est une création que mon père a mis en œuvre, je pense, dans les années, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais dans les années 80. Ça fait partie des innovations un petit peu nouvelles qui répondent à une demande du client d'avoir quelque chose un plan d'eau, un fil d'eau qui soit très joli sans skimmer. Donc on fait évoluer en fait les techniques par rapport au goût, par rapport à la déco. Par exemple, ce revêtement, c'est ma formulation. Vous avez dedans des paillettes de mica. C'est un revêtement que j'ai mis au point maintenant il y a une quinzaine d'années et que les Américains nous ont copié. Les Américains regardent beaucoup, les Américains regardent beaucoup les magazines de déco français parce qu'ils aiment bien le goût français. En Californie surtout, hein, c'est quand même des gens qui voyagent beaucoup, qui aiment un petit peu tout ce qui se fait dans le monde. Et donc, par exemple, le fait de mettre du mica dans le revêtement à base de marbre de Carrare, ils ont un petit peu copié l'idée. Vous disiez tout à l'heure que finalement ça doit être un tableau, un ensemble, une piscine qui se met dans un cadre particulier. Vos sources d'inspiration, est-ce que c'est l'art par exemple? Ça peut. On avait à un moment donné créé une gamme de piscines art pool, de piscines artistiques. On avait même demandé à des artistes locaux comme Ben Sosno de nous faire des maquettes et puis de voir un peu. Mais finalement, on s'aperçoit que les clients préfèrent à la limite se la dessiner eux-mêmes. Ils ont moins d'attachement parce que ils pensent peut-être que c'est une pièce de vie. Création aussi. Oui, et puis c'est une pièce de vie, une pièce. C'est pas une œuvre d'art. Vous l'achetez, vous l'accrochez, vous la regardez, mais vous participez pas. Alors que là, une piscine, vous vous baignez, vous buvez l'apéro, vous faites plein de choses dedans, et du coup, c'est plus participatif. Ils ont plus envie de se mettre vraiment dans la création du projet. L'idée de construire des piscines, c'est quand même de la joie, du bonheur qu'on apporte aux familles. Et nous-mêmes, on a des créations qui nous font plaisir. Hein. On se fait plaisir en fait. Je pense que quand on fait un métier, il faut se faire plaisir. Sinon, il faut changer de métier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de production chez Diffasure. Complètement. Nous avons derrière nous le chantier et on va assister dans quelques instants à la projection du béton armé. Donc cette technique et la technique de la gunite est une innovation qui a été importée par Diffasure il y a à peu près 50 ans. D'abord, première question, comment est-ce que vous avez préparé le chantier avant la projection du béton armé? Donc le chantier, on est arrivé sur un terrain relativement plat. On a procédé à un traçage périphérique. On a tracé sensiblement la bande blanche qui est ici, qui est l'arrière de la margelle. Donc la forme de la piscine. Oui, on a tracé la forme de la piscine, donc petit, grand bain et au niveau de la plage immergée. On s'est mis sur une forme droite sur un gros rectangle, puis après sur une forme galbée pour pouvoir mieux s'harmoniser au choix et au souhait du client par rapport à l'habitation existante. Et après, on est venu mettre tout un ensemble d'armatures avec du ceinturage, donc avec des PVC qui représentent la bande de fond, l'écumeur de surface et également un espace ludique. Cette technique de la gunite, donc, qui est de la projection du béton armé, c'est donc une innovation qui appartient vraiment au groupe Diffasure. Est-ce que d'autres concurrents ont cette même technique? Oui, il y a des concurrents, mais à aussi grande échelle, non. Donc nous, notre technique de béton projeté ne nécessite absolument pas de coffrage intérieur. Donc on est projeté à 500 km/h, qui fait qu'on a un béton complètement compact. On est sur une structure monobloc. On arrive à s'harmoniser par rapport à toutes les formes, que ce soit des formes géométriques, que ce soit des formes libres. Donc c'est vraiment une technique spécifique à nous. À aussi grande échelle, personne ne peut le faire de façon aussi aboutie, puisqu'il nous faut à la fois un compresseur, un rotor dans lequel on vient mettre le béton,
Le béton est avec des micro-gravillons concassés très fins, mélangés avec du ciment et projeté à 500 km/h qui fait sa solidité. Cette technique permet justement d'avoir, vous l'avez évoqué, des formes libres, c'est-à-dire qu'on peut laisser place à son imagination et inventer n'importe quelle forme de piscine. On peut inventer n'importe quelle forme, n'importe quelle dimension. Là, le client, en l'occurrence ici, a voulu le léger balnéo dans la plage immergée avec sensiblement 25 à 30 cm d'eau pour pouvoir venir un petit peu se mettre comme sur un canapé en méridienne et pouvoir se faire masser le bas du dos. On aurait pu mettre léger au petit, au grand bain avec une banquette, les mettre en verticalité. Donc là, on arrive à créer à l'infini. Également, il a voulu mettre une partie rectangulaire et une partie ici galbée pour casser la monotonie. Donc on arrive à pouvoir le faire là cette piscine fait 7 par 3,50 par 2,50 avec une profondeur, les profondeurs actuelles sont de sensiblement 1 mètre au petit bain sur 1,40 m à 1,50 m au grand bain. Parce qu'on s'est aperçu il y a très longtemps que les piscines, c'est pas une science exacte, mais les piscines de 2 mètres de profondeur, on s'aperçoit que les gens restent beaucoup plus sur la partie petit bain, qui est davantage ludique, qu'en suspension dans 2 mètres d'eau. Donc on est plutôt sur ce type de configuration actuelle. Pour revenir un petit peu sur les tendances, on a vu les mini-piscines être beaucoup à l'honneur. C'est une évolution pareil de la consommation. Est-ce que c'est quelque chose que vous confirmez? C'est quoi les évolutions? Qu'est-ce que ça dit la tendance 2025-2026? La tendance, c'est effectivement d'aller vers des mini-piscines parce que il y a le marché de la piscine. Il y a déjà énormément de piscines qui ont été créées. Donc, sur des petits terrains, on s'est aperçu qu'il n'y avait pas besoin d'une grande coque polyester ou quoi que ce soit et tout. On pouvait très bien être sur des piscines de 4 par 3, de 5 par 2, sur des petits terrains. Les piscines, les micro-piscines, dès l'instant où elles sont inférieures à 10 mètres carrés de plan d'eau, ça présente le gros avantage de ne pas avoir de démarche administrative. Pas besoin de demander une autorisation pour dire les choses clairement. Une autorisation. Ça respecte également le volet environnemental où, évidemment, dans une micro-piscine de environ 10 mètres carrés de plan d'eau sur 1,20 m, 1,30 m, donc ça fait une douzaine de mètres cubes d'eau. Donc on n'est plus dans des bassins de 50, 70, 80, 100 mètres cubes, où ça peut permettre également de s'amuser, de se rafraîchir, etc. Et tout. Ça permet de laisser de la place autour du terrain. Donc la tendance 2025-2026, c'est d'aller vers les gros projets, certes, mais oui, vers les micro-piscines, pour pouvoir respecter les terrains qui ne sont pas encore piscinables, mais qui le restent. Votre meilleur souvenir de chantier, ce serait lequel? Les meilleurs souvenirs de chantier, quand on fait des centaines de projets, déjà c'est l'aventure humaine avec le client. C'est vraiment de créer quelque chose sur son jardin, de pouvoir se dire, là il n'y avait rien, on a créé, partir du crayon, du papier, de la feuille blanche, et d'arriver au final à ce que voulait le client avec un barbecue en famille, entre amis, avec eux. Comme on vient de le voir sur les images, Diffasur a continué à se développer depuis 50 ans en gardant un leadership français. Bonjour Adrien Saget. Bonjour. Vous êtes le directeur général adjoint de Diffasur. Vous représentez la 3e génération, mais on y reviendra peut-être un petit peu plus tard. Je le disais, Diffasur, leader français des piscines. Comment est-ce qu'on garde ce niveau d'exigence, mais à la fois, comment est-ce qu'on reste dans le top 3 français? Je pense qu'il y a 3 grands points. D'abord, c'est toujours être à l'écoute de nos clients et toujours essayer de les servir au mieux. Toujours essayer de comprendre en fait leurs besoins, toujours essayer de comprendre et toujours essayer d'améliorer la qualité de notre produit. Le deuxième point, évidemment, c'est la qualité de notre produit. C'est parce qu'on fabrique, on construit des piscines en béton projeté, de forme libre, sur mesure. Donc on va vraiment venir s'adapter aux besoins du client. Et je dirais le 3e point, c'est l'innovation.
parce que finalement, c'est tout ce qu'on va pouvoir apporter année après année en nouveautés, en termes de services, en termes de confort, en termes de confort d'entretien également, avec des systèmes d'auto-nettoyage, avec des systèmes complètement automatisés, de la domotique pour pouvoir piloter sa piscine à distance. On va y venir justement à ce sujet de domotique, parce qu'il y a un des grands défis qui touche toutes les entreprises aujourd'hui, c'est tout ce qui concerne le développement durable. On a souvent reproché aussi aux piscines de consommer de l'eau. Alors la gestion de l'eau, ça concerne tout le monde, les collectivités comme les particuliers, on l'a vu ces 2 dernières années. Comment est-ce que vous arrivez à conjuguer entre le besoin marché, finalement une demande du client, et puis cette nécessaire gestion de l'eau? Le sujet de l'eau, c'est un sujet qui est très important pour nous. D'abord parce que c'est un petit peu ce qui va remplir les piscines, donc forcément on en a besoin. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le problème de l'eau, c'est pas un problème nouveau en France. Les sécheresses, on en a eu beaucoup. Depuis qu'on a commencé en 74, on a eu peut-être 5 ou 6 sécheresses dans les années 70, 80, 90. Aujourd'hui, c'est un peu comme pour la météo. On a de plus en plus d'informations, donc on a de plus en plus de problèmes, enfin on constate de plus en plus de problèmes de plus en plus tôt. C'est-à-dire qu'on est en stress hydrique, mais avant ça n'existait pas le stress hydrique. Ça existait, mais on l'appelait peut-être oui, et même des fois on ne le mesurait pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui vous avez des fois des alertes orange météo pour des orages, alors que il pleut 3 gouttes dehors, parce qu'en fait on a de plus en plus d'outils de mesure, et donc on prend de plus en plus de précautions. Donc le stress hydrique, c'est pas quelque chose de nouveau en France. À côté de ça, il faut quand même considérer que le marché de la piscine, c'est un petit peu le seul marché, enfin en tout cas à ma connaissance, qui s'est autorégulé. C'est-à-dire qu'à l'époque, quand on a démarré, la piscine classique, c'était une piscine 12 par 6, qui faisait de 1,20 m à 2,50 m de profondeur. Donc c'est très gros volume d'eau, très grosse piscine, parce qu'à l'époque, on voulait des très grosses piscines. Et naturellement, le marché, sans réglementation, sans loi, sans pression du gouvernement, on a amené les clients à avoir des piscines aujourd'hui moyennes, 8 par 4, de 1 m à 1,50 m de profondeur. Cette tendance des mini-piscines que l'on a. Alors après, on a la tendance des mini-piscines qui est carrément quelque chose de nouveau aussi, puisqu'on a des jardins de plus en plus petits. Mais nous, à jardin à isopérimètre, à jardin équivalent, on a poussé à la réduction des tailles des piscines, puisque les gens voulaient des grandes piscines parce qu'il fallait avoir une belle piscine. Mais en réalité, on leur a dit, mais dans une piscine à 2,50 m de profondeur, vous n'allez pas en profiter. Vous avez toute une zone de la piscine où vous n'avez même pas pied. À quoi ça sert? Pour plonger, vous plongez très bien dans 1,50 m d'eau, donc vous n'avez pas besoin d'avoir ça. Et en fait, on a poussé les gens à aller sur des piscines qui soient plus raisonnables et aussi plus confortables pour eux. Comme ça, tout le monde à pied, les grands ont pied à 1,50 m, les petits ont pied à 1 m. Et donc, ça a permis, en fait, le marché lui-même s'est autorégulé. Et normalement, on devrait dire, dans la plupart des industries, on doit consommer plus pour grandir. Mais nous, pour grandir et pour produire plus, on a produit moins, plus petit, plus compact. Autre défi, c'est celui qui concerne le BTP Soufre. La construction a été en recul, même si on voit là certains signaux qui montreraient que ça va un petit peu mieux. Comment est-ce que ces éléments de conjoncture aussi qui vous touchent finalement directement ou plus ou moins indirectement, comment vous les affrontez ? Alors nous, on n'est pas touché directement au démarrage d'une crise, notamment une crise dans le secteur de la construction, puisque nous, on intervient après. Généralement, on intervient 1 an, 2 ans, 3 ans après le démarrage de la maison. Des fois concomitamment avec le constructeur de la maison, et puis des fois bien plus tard, au bout de 5-10 ans. On a tendance à bien passer les crises, parce qu'on a en fait un stock de chantiers. On a plusieurs centaines de chantiers en stock qui sont prévus pour des démarrages entre maintenant et 2027-28 pour les plus éloignés. Donc on a suffisamment de travail d'avance pour pas trop se soucier d'une crise très ponctuelle. Voilà. C'est-à-dire que vos carnets de commandes sont suffisamment longs pour vous permettre d'anticiper les crises et de les passer finalement sans trop de difficultés. Exactement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, vous voulez construire une maison avec une piscine, vous êtes au tout début du projet, vous allez voir l'architecte, vous commencez à dessiner la maison, vous venez nous voir, vous commencez à dessiner la piscine et vous prenez une commande dès maintenant avec des prix verrouillés jusqu'à 2027, dans 1 an et demi, pour la construction de votre piscine. Donc en fait, on a un carnet de commandes qui s'étale, ce qui nous permet en fait de passer assez facilement sur des petites crises évidemment. Tout à l'heure, vous l'avez évoqué, vous n'avez pas dit le mot, mais on l'a bien senti, c'est la data, c'est tout ce qui est aussi transition numérique. Comment est-ce qu'on amène une entreprise familiale qui est très ancrée dans quelque chose finalement de très manuel, très artisanal, comme on a pu également encore le voir sur les images. Comment est-ce qu'on opère une transition numérique ? Alors pour moi, ça a été assez simple, j'ai engagé ma sœur. Ma sœur ça reste une histoire de famille. Ma sœur est de base ingénieure en mécanique, donc pas du tout le même métier, mais elle a voulu se spécialiser dans une autre spécialité ingénieur informatique. Et j'ai travaillé pendant quelques mois à la faire rentrer dans l'entreprise familiale en disant écoute, on a besoin de toi. On est sur une entreprise, on construit 1000 piscines par an. On est full papier. Donc avec aussi les enjeux que ça peut représenter. Il faut imaginer sur la construction d'une piscine, on a 1500 points de contrôle. Donc ça fait énormément de papier. Et donc j'ai dit écoute, il faut qu'on trouve une solution.
il faut qu'on mette en place des tablettes pour pouvoir piloter tout ça à distance et surtout pouvoir piloter partout en France. Parce qu'aujourd'hui, vous avez des conducteurs de travaux qui sont à Paris, qui sont à Nantes, qui sont à Lyon, à Marseille, à Bordeaux. Et on a besoin d'avoir les remontées de la qualité pour savoir ce qu'on peut améliorer à la fois pour eux, pour la qualité du travail qu'ils vont rendre, pour les compagnons aussi, pour savoir s'ils ont des difficultés sur les chantiers. Et tout ça, quand on fait 1000 piscines par an, il nous faut de la data, il nous faut de la donnée. Et donc on travaille sur un tout nouveau système qui va intégrer toute la chaîne de production, toute la supply chain, depuis les achats jusqu'à la mise en service de la piscine, pour avoir une traçabilité parfaite de tous nos produits sur toutes les piscines. Alors dernière question peut-être, vous représentez donc la 3e génération, comme je le disais tout à l'heure. Comment est-ce qu'on se prépare déjà? Est-ce qu'on sait très jeune que l'on va rejoindre l'entreprise familiale ou est-ce que ça vient après? Et surtout, quels seraient peut-être les 2 petits conseils lorsqu'on intègre l'entreprise familiale? Alors, est-ce qu'on sait? Je ne sais pas si on sait, on a toujours des doutes de toute façon à certaines étapes de la vie. Moi, j'ai rejoint très tôt, à l'âge de 3 ans, quand j'étais petit et mignon, j'étais mannequin dans les piscines. Ensuite, quand j'ai fait mes jobs d'été à 15-16 ans, je portais des sacs sur les chantiers sans trop savoir ce que je faisais. Ensuite, j'ai un peu vadrouillé, je suis parti en Australie, j'ai fait des études, j'ai fait d'autres métiers. Et puis à la fin, on m'a dit, il faudrait que tu viennes. Et j'ai commencé par la fin. J'ai commencé par le SAV, directement les mains dans le cambouis pour comprendre comment ça fonctionnait. Et en fait, par la fin, ça nous permet de remonter tout le fil qualité. C'est-à-dire que quand vous avez un problème à la fin, vous devez comprendre pourquoi il y a le problème. Et si vous êtes un peu malin, vous essayez de faire que ça ne se reproduise pas. Donc vous remontez l'étape d'avant, l'étape d'encore avant, l'étape d'encore avant, pour essayer de voir pourquoi on en est arrivé là où on en est aujourd'hui. Et c'est cette formation qui a été pour moi hyper intéressante. Formation depuis le niveau de technicien, depuis le tout début. Et ça m'a permis d'apprendre énormément de choses et puis ensuite de monter en compétences. Et là aujourd'hui, pour être directeur général avec ma mère, travailler avec ma sœur, sous la direction de ma grand-mère. Voilà. Le conseil alors, ce serait quoi? Alors le conseil, c'est rejoindre une entreprise familiale, c'est super intéressant. C'est super captivant, mais c'est pas toujours facile. Donc le conseil, c'est déjà n'abandonnez pas. N'abandonnez pas parce que travailler en famille, c'est compliqué. C'est hyper épanouissant, c'est hyper intéressant, mais c'est compliqué. Donc n'abandonnez pas parce que à la fin, vous allez regretter les moments du passé en fait. Parce qu'on vient de perdre mon grand-père il y a pas longtemps, donc on se rend compte qu'en fait tout ce qu'on a, les moments qui étaient faciles, ou les moments qui étaient heureux, c'était incroyable, et puis les moments qui étaient difficiles, on prend des leçons de vie en fait. C'est ça qui est hyper intéressant. Et le deuxième conseil, c'est de commencer par le début, c'est-à-dire comment on fait le produit, comment on fabrique le produit, parce que en fait votre légitimité dans l'entreprise familiale, elle vient de ce que vous savez faire et de ce que vous pouvez apporter. Donc vous avez besoin de connaître par cœur votre produit, vous avez besoin de savoir comment il fonctionne, vous avez besoin de savoir combien il coûte, combien il vous rapporte, vous avez besoin de savoir comment ça fonctionne entre tous les services. Et c'est là où vous pouvez effectivement être plus à l'aise sur ensuite la direction de l'entreprise. Merci beaucoup Adrien Saget. Merci à vous. Vous êtes directeur général adjoint de l'entreprise Diffasur. Et merci de nous avoir suivis dans votre objectif consacré à Diffasur, entreprise azuréenne.